si je résume, il faut de la formation, il faut de la sensibilisation des personnes qui vont embaucher. Et puis on entend beaucoup donc ce fameux mot d'accessibilité, même si vous n'aimez pas, et c'est là que je vais m'adresser à vous, Paul Joly, auteur d'un livre au titre plein de promesses quand même, La maison qui guérit. Vous travaillez sur l'accessibilité en entreprise aussi ou que dans les maisons privées? Non, sur tous les domaines de l'accessibilité. Alors oui, vous dites La maison qui guérit, mais sauf que La maison qui guérit, c'est un livre qui a plus d'une quinzaine d'années, je crois. Aujourd'hui, donc quand j'en parlais il y a 15 ans, c'est un livre volontairement grand public. Je le voulais grand public, bien que travaillant dans le domaine du handicap et de l'accessibilité. Et ça n'a pas été facile auprès des éditeurs, parce que parler du handicap à l'époque, c'est pas vendeur. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce livre a pris du galon, puisqu'il est ressorti, réédité il y a 2 ans. Il s'appelle, on parlait dans les années 75 de la personne handicapée, on parle des personnes handicapées aujourd'hui. Et ben, on parle maintenant non plus de la maison qui guérit, mais de ces maisons qui guérissent. L'architecture, avec un grand A, c'est quelque chose qui peut amener de l'autonomie à une personne en situation donc de dépendance, de handicap, une personne différente tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, dans la salle, vous êtes petit, vous êtes grand, vous êtes gros, vous êtes obèse, vous ne l'êtes pas, vous êtes en fauteuil, vous êtes aveugle, vous êtes malentendant. En fait, vous êtes comme moi, vous êtes comme vous êtes comme votre voisin. Comment peut-on aujourd'hui parler de son voisin qui a des différences puisqu'on ne se parle plus? Donc l'idée de pouvoir intégrer des enfants handicapés dès la petite classe, dès même la crèche, mais c'est une idée formidable. Ça ne sera pas pour nous, ça sera pour nos enfants, mais enfin on a le mérite de commencer. Comment, jusqu'à aujourd'hui, les architectes que nous sommes ont réussi à créer un environnement qui est le nôtre, dans lequel nous vivons, qui nous protège, normalement c'est fait pour ça l'architecture, qui nous protège et qui nous rejette. Alors oui, la loi base, c'est la plupart de ces décrets d'application en matière de bâtiment on stigmatise sur le fauteuil roulant. Il y a eu 100 000 fauteuils roulants vendus en France l'année dernière. Il y a 300 000 personnes en fauteuil roulant aujourd'hui en France. 300 000. On est 65 millions. Et on a calé une réglementation là-dessus. Quand la loi stipule que la France doit être accessible d'ici 2015, on parle d'accessibilité uniquement motrice ou on parle d'accessibilité parce que non. Voilà, vous, en tant qu'architecte, est-ce que vous arrivez à travailler sur une accessibilité pour les handicapés mentaux, psychiques? Mais bien sûr, mais l'accessibilité... Alors, l'accessibilité, il faut que vous disiez que l'accessibilité, en fait, c'est un réflexe conceptuel. Et c'est là où il faut aller. L'accessibilité, ça ne se vend pas. L'accessibilité, on a un retour de cette accessibilité. Et là encore, aujourd'hui, dans les colloques, dans les interventions, qu'est-ce qui se passe? On cherche comme... Vous savez, les architectes, on leur met des couches, la sécurité, l'économie d'énergie, mais derrière ça, il y a des marchés. L'économie d'énergie, vous vendez des panneaux solaires. Derrière l'accessibilité, tout le monde y va à reculons. Heureusement qu'on a mis des sanctions dans la réglementation, je les rappelle, 45 000 euros, 75 000 euros et 6 mois d'emprisonnement si ça ne va pas. Donc, finalement, c'est les sanctions qui font bouger les choses. Mais les professionnels, les institutionnels, derrière ça, ils ne trouvent pas leur marché. Donc, finalement... c'est toute cette ambiguïté avec les demandes de dérogation, on revient dessus, et puis voilà, et puis ça repart, et puis ça revient, ça fait des cavaliers législatifs. Bon, tant qu'on verra l'accessibilité comme ça, on sera dans cette logique. Si on voit l'accessibilité comme un réflexe conceptuel dès la naissance, c'est-à-dire que l'architecte, il va y penser comme ça, il l'a dans ses gènes, ça y est, c'est rentré dans le patrimoine génétique, et il va faire de l'accessibilité. Donc il ne me fera plus des immeubles en pointe, vous savez, à la Renaudie, en plus des immeubles sociaux dans lesquels on va acheter une machine à laver triangulaire, puis on n'a pas les sous pour l'acheter parce qu'on fait partie des immeubles sociaux. Donc voilà, une machine à laver, encore aujourd'hui, ça fait 60 par 60 ou 40 par 60. Donc occupons-nous de l'intérieur des bâtiments, de ce dans lequel nous vivons, et ensuite on fera cette accessibilité de façon logique. Alors l'accessibilité pour les personnes handicapées, puis je vais peut-être en terminer là, c'est un véritable creuset, c'est un véritable outil dans lequel vous apprenez, avec toutes les déficiences, toutes les formes de handicap, quelles qu'ils soient, vous apprenez à recréer une architecture de bon sens, une architecture dans laquelle tout est sensible, c'est-à-dire vous réintégrez le sens. Une personne avec des séquelles neurocognitives, un jour on se retrouve avec une personne avec des séquelles neurocognitives qui rentre chez elle, âgé, avec une fille, son épouse a peur qu'il aille violer sa fille dans la nuit, et puis ça c'était une chose, donc on a réglé le problème, et deuxième chose, il fait des fugues. Et on s'aperçoit avec le corps médical qu'il a une phobie du rouge. Eh bien on n'a pas la porte en rouge. Alors pourquoi on n'a pas la porte en rouge? Parce que dès qu'il voit le rouge, il ne sort pas. Mais vaut mieux ça que mettre des verrous partout dans cette maison, parce que des verrous partout dans la maison, qu'est-ce que ça entraîne?
ça entraîne une décompensation de la famille, ça entraîne une chute, ça entraîne que cette femme, elle ne peut plus s'occuper de son mari, elle va le remettre en institution, et ça y est, c'est le cercle infernal, c'est cette fameuse quadrature du cercle.